Mesdames, Messieurs, ce que vous allez entendre n'est ni une théorie, ni une interprétation extérieure. Il s'agit d'un extrait rare, issu d'une interview où un acteur introduit au cœur des cercles financiers mondiaux parle librement. Il évoque des noms, il décrit des mécanismes, et surtout, il explique comment le pouvoir financier perçoit les dirigeants politiques. Écoutez attentivement, non pas pour être d'accord, mais pour comprendre comment ce système se voit lui-même. À la fin de cet extrait, un décryptage clair et factuel vous sera proposé. À tout de suite. Et David Rockefeller et moi, nous entendions très bien. Il était simplement, c'était un être humain incroyable. Et David a commencé à m'expliquer la politique mondiale. Alors David me disait, « Jeffrey, l'argent va devenir l'une des choses les plus importantes. Les gens ne comprennent pas l'argent. Vous semblez avoir ce don pour l'argent. » Alors il pensait qu'il existait un monde qui serait une combinaison de politique et d'affaires et de leadership. Qu'est-ce que je veux dire? Il a créé quelque chose appelé la commission trilatérale. La commission trilatérale, c'est du truc un peu flippant. Les gens disaient que c'était lié aux Illuminati, un mystère autour, des gens qui dirigeaient le monde. C'était des politiciens. Mais David disait que dans la plupart des pays, les politiciens sont élus pour 4 ans ou 8 ans. À part les familles royales en Angleterre ou au Moyen-Orient, quelqu'un est là 4 ans et puis il n'est plus là. Les personnes les plus importantes pour assurer la stabilité et la continuité seraient les hommes d'affaires. Alors il a créé cette commission trilatérale d'hommes d'affaires et de politiciens de 3 grands continents. Donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Alors il m'a dit, « Voudrais-tu en faire partie ?» J'avais 30 ans, 32 ans. J'ai dit, « Super !» Et il a dit, « Eh bien, il faut remplir ce formulaire pour qu'ils aient ta bio. » Et j'ai regardé la liste des gens. C'était Bill Clinton, ancien président des États-Unis, Paul Volcker, tous les grands leaders américains, asiatiques, japonais avec une très longue description de leur parcours. Et ils m'ont demandé ce que je voulais qu'on écrive. Et j'ai écrit Jeffrey Epstein, virgule, juste un bon gamin, ce que je trouvais drôle. Personne d'autre n'a trouvé ça drôle. Donc pour répondre à ta question, à cette époque j'ai réalisé dans le monde entier que l'argent et les devises n'étaient pas vraiment bien compris. Mais encore une fois, ce n'était que des chiffres. La plupart des leaders politiques ne viennent pas d'un milieu financier. La plupart viennent d'un milieu où ils étaient populaires. Donc dans certains pays, les pays africains par exemple, ils pouvaient avoir été des militaires, des généraux. Ou dans notre pays, ils auraient été acteurs. La connaissance de l'argent n'est pas... Ils n'ont pas d'expertise. Ils n'ont pas de diplôme en finance. Ce qu'ils ont vraiment, et c'est l'un des problèmes majeurs, leur expertise, s'ils ont une quelconque connaissance financière, c'est celle de leur propre compte chèque ou compte bancaire et de remplir leurs propres impôts. Donc beaucoup de leaders mondiaux qui n'ont pas vraiment de base financière commettent des erreurs fondamentales quand il s'agit d'argent au niveau d'un pays ou d'une institution. Laisse-moi te donner un exemple. Si je te disais, il y a une partie fondamentale de l'argent qui s'appelle le système bancaire fractionnaire. Et le système bancaire fractionnaire, c'est quelque chose que les financiers comprennent, et les gens de la rue, et quand je dis les gens de la rue, c'est là où j'étais quand j'ai commencé à Wall Street, trouveraient ça impossible à croire. Impossible. Pourquoi? Bannon Bank. Je te donne $1. Juste un seul dollar. Dans notre système bancaire, je dirais, « Ok Steve, je t'ai donné $1. Combien peux-tu prêter à tes amis ?» Et ta réaction naturelle serait probablement moins d'$1 parce que je veux garder quelque chose dans ma poche. La façon dont notre système fonctionne, c'est que si tu es une banque et que tu détiens mon dollar, tu peux prêter 8 ou 9 $ supplémentaires.
Non, c'est impossible. Je n'ai qu'un dollar, Jeffrey. On a quelque chose qui s'appelle les réserves fractionnaires, c'est que si tu as 1, tu peux prêter 9. C'est comme ça que fonctionne notre système. Et donc non seulement les leaders mondiaux ne comprennent pas le système bancaire, mais l'homme de la rue mon père, qui travaillait au département des parcs. Ça dépasserait son imagination. Que les gens puissent prêter plus d'argent qu'ils n'en ont réellement dans leur poche. Beaucoup de ces leaders mondiaux deviennent leaders parce qu'ils sont populaires et qu'ils ont pu obtenir des votes ou convaincre les gens de voter pour eux. Je l'ai appris plus tard. Beaucoup d'entre eux étaient juste bons dans ce qu'ils faisaient en termes de politique. Souviens-toi, les leaders mondiaux sont des politiciens, en général. Ce ne sont pas des scientifiques, pas des intellectuels, pas de grands penseurs. Ce sont de grands politiciens. À la première réunion de la commission trilatérale dont tu te souviens à Tokyo, au début des années 90, te souviens-tu quels étaient les grands sujets du moment dont ils parlaient et qu'en pensais-tu? En fait, ils parlaient de l'inflation et ils s'inquiétaient de ce qui allait se passer. Comment contrôler l'inflation? Et moi, en tant que mathématicien, je ne comprenais pas le concept. Je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. La montée en puissance, le krach de septembre 2008, je suppose que tu n'étais pas occupé par la finance à ce moment-là. Depuis combien de temps étais-tu en prison? Donc tout l'été. Avant d'aller en prison, tu étais encore très actif sur les marchés financiers. Quand tu dis actif, tu traites des devises tous les jours? Ou quelqu'un comme toi donne des conseils aux gens pour trader des actions ou des devises? Je ne trade pas tous les jours. Je pense que, comme Woody Allen l'a dit, on ne peut pas battre la banque. Donc j'essaie de choisir mes moments, tu sais. George Soros a choisi son moment quand la livre s'est effondrée. Ça aurait été une super opportunité de gagner de l'argent qui m'est passé sous le nez quand j'étais en prison, mais ce n'est pas comme ça que je pense. Mais ce qui s'est vraiment passé, le vrai ennemi du système financier, c'était Bill Clinton. Et si tu me demandes qui et quoi a causé la crise financière, je te dirais que c'était Bill Clinton. À cause de ce que Bob Rubin et lui ont fait pour déréguler le système financier? Non. Parce que la dernière fois qu'on a eu notre interview pour 60 minutes, tu m'as parlé de l'accession à la propriété. Et tu m'as demandé si tout le monde devrait posséder une maison, et je t'ai dit non, c'est trop risqué. Donc, l'effondrement financier de 2008 est à cause des Afro-Américains travailleurs, des Hispaniques et des Blancs qui voulaient avoir une part, une participation dans la société, et tout repose sur leurs épaules. Ce sont eux les coupables? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'ils étaient les coupables. J'ai dit, et j'ai été assez clair, c'était Bill Clinton. Pourquoi c'était Bill Clinton? Parce que Bill Clinton voulait obtenir les votes de ces gens, et il leur a vendu l'idée qu'au lieu de louer une maison, et historiquement les valeurs des maisons ont augmenté, et il a dit, vous les gars, dans ces communautés locales, qui n'avaient jamais pu vous permettre une maison avant, je vais vous montrer un moyen, je vais vous donner un moyen. Parce que je suis sûr que je vais obtenir votre vote, vous pouvez posséder une maison, parce que je veux votre vote. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser acheter une maison, monsieur Bannon. Alors que vraiment tu es juste à la limite, ou même pas à la limite. Ton crédit n'est pas bon. Soyons honnêtes. Et ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de Bill Clinton. Mais quoi qu'il arrive, à ce moment-là, ton score de crédit, ou peu importe ce que c'est, ton crédit n'est pas bon. Normalement, tu viens me voir et tu veux emprunter de l'argent, je suis une banque. Et je te dis, désolé monsieur, je ne peux pas vous prêter d'argent parce que votre score de crédit n'est pas là où il devrait être. Espérons que si vous travaillez plus dur et réglez certains de vos problèmes, ça le sera. Mais non, ce que je vous dis, c'est que je vais trouver un moyen de vous prêter, pas de vous donner, je vais vous prêter de l'argent quand même, même si vous n'avez pas un bon score de crédit. Et ne vous inquiétez pas, on va se débarrasser du terme mauvais crédit. Mauvais crédit, ça sonne péjoratif. Ça sonne jugeant. Oui, ça sonne jugeant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler votre situation de crédit subprime.
Personne ne sait ce que ça veut dire. Subprime. Ça veut dire que prime, c'est bon crédit. Subprime, c'est pas bon crédit. Moins que bon crédit. Donc on va l'appeler quelque chose que les gens ne suivront pas vraiment. Et on va vous dire quoi? On va avoir des gens qui vous prêtent de l'argent même si vous êtes un emprunteur subprime. Et je vais trouver des agences gouvernementales pour garantir votre prêt, même si je ne pense pas que vous êtes un bon risque. Donc les banques disent non, 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 on ne veut pas au début. Les banques ont dit, désolé, c'est trop risqué, Monsieur le Président, pour nous. On est dans le business de gérer le risque. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des gens qui travaillent dur assis dans notre banque. On ne peut pas prêter à des gens dont le crédit n'est pas prime. Vous nous demandez de prêter à des gens subprime. Et il dit, voici la clé. Si vous ne le faites pas, monsieur, je vais m'assurer que le département de la justice vous accuse de prêts discriminatoires parce que vous refusez de prêter à mes subprimeurs. En termes d'affaires, vous ne devriez jamais prêter à, mais ce qu'on va faire, je vais créer une agence appelée Fannie Mae, juste d'autres noms d'agence. Elles garantiront votre prêt. Donc ne vous inquiétez pas. Vous n'avez plus à le rembourser. Même si, et peut-être que vous n'avez même plus à travailler aussi dur, c'est probablement une déclaration dure, mais ces deux grosses firmes, Fannie Mae et Ginnie, garantiront le fait que la banque recevra son argent. Maintenant, la banque dit « Waouh, la meilleure affaire de l'histoire ». Je refuse de prêter à M. Bannon, mais maintenant il a le grand frère, son oncle Sam. Il est allé voir son oncle Sam, et l'oncle Sam dit « Je le garantis ». La banque dit « Je veux tout le monde. Donnez-moi autant que vous pouvez. » Parce que l'oncle Sam est le meilleur crédit au monde. Pas seulement c'est le gouvernement des États-Unis. On prend tout. On prendra autant de subprime qu'on peut gérer parce que c'est le meilleur investissement du moment. C'est un investissement étrange parce que la politique s'est insérée dans les chiffres. La politique n'a pas sa place dans les marchés, mais maintenant on va avoir « je veux » les votes. On va faire des garanties que vous, qui ne pouvez pas normalement avoir une maison, pourrez en avoir une de la banque. La banque dit « c'est la meilleure affaire de l'histoire ». On va empaqueter 100, 300, 1000 d'entre vous subprimeurs et on va le revendre à quelqu'un d'autre. Et tout le système devient embourbé dans les subprimes. Mesdames, Messieurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion isolée, c'est une logique de fonctionnement. Première clé. Le pouvoir politique est instable par nature, mandat court, alternance, popularité. Pour la finance, cela rend les dirigeants secondaires. Deuxième clé. La continuité n'est pas pensée par les élus, mais par des acteurs non élus, installés dans le temps long. C'est le rôle que ces cercles s'attribuent eux-mêmes. Troisième clé. La majorité des chefs d'État ne maîtrisent pas les mécanismes financiers fondamentaux. Ils décident pourtant sur des systèmes qu'ils ne comprennent pas pleinement. Ce décalage crée une dépendance structurelle. Quatrième clé. La crise de 2008 n'est pas présentée ici comme un accident de marché, mais comme l'intrusion directe de la logique électorale dans les chiffres. Le risque n'a pas disparu. Il a été déplacé et garanti par l'État. Cinquième clé. Quand la politique garantit le risque, les marchés suivent. Non par idéologie, mais par incitation. Dernière clé. Ce type de discours n'est plus tenu publiquement aujourd'hui. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il rend visible une réalité rarement assumée. Les États gouvernent, la finance structure, et la démocratie sert souvent d'interface. Conclusion. En une phrase, les États gouvernent, mais ce ne sont pas eux qui comprennent l'argent. Et plus grave encore, la stabilité n'est pas assurée par les élus. Elle est pensée par des acteurs non élus. La démocratie devient alors un canal de transmission
et non un lieu réel où les décisions sont pensées.